Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux et nombreuses ce soir, ça nous fait très plaisir. On va commencer traditionnel avec les remerciements. Tout d'abord, donc déjà un grand merci à l'UBS qui a accepté de nous accueillir ici dans ce logo pour que nous puissions nous réunir. Notamment trois personnes, Laurent Daniel, donc, qui est le directeur de l'UFR, qui a accepté que ce projet ait lieu tout comme l'année dernière. Également Cécilia et Jean-Baptiste Bruno qui nous ont, Cécilia Baucher et Jean-Baptiste Bruno qui nous ont permis de déverrouiller l'accès aussi à ces lieux ce soir, et qui ont été aussi très réactifs pour participer. Merci également donc, à ceux qui ont fait la publicité en fait, de cet événement. Donc, on a notamment la bibliothèque universitaire qui a, comme toujours, soutenu fidèlement les projets. J'aime Radio qui nous a permis aussi de nous exprimer, de faire un petit peu de pub. Mais surtout, merci aussi à vous, auditeurs et auditrices, d'être venus nous écouter ce soir durant ces conférences. Merci également aux intervenants que je vais présenter juste après que mon camarade ait pris la parole, qui ont pris de leur temps pour venir bénévolement vous parler de trois sujets, tous très différents, mais qui sont réunis justement par une thématique commune. Mais d'abord, je vous présente le cofondateur du laboratoire Loser, trois mousquetaires pour le faire, Monsieur Alexandre Duguet. Donc si jamais tu veux dire quelques mots sur Loser. Je vais commencer par présenter un petit peu le laboratoire Loser, parce que c'est un nom qui interpelle un petit peu. Ça veut dire donc laboratoire d'observation sur les éplorés et reclus en sciences sociales, et c'est un titre qui a été trouvé tous les chemins mènent à Rome. Non, en fait tous les chemins mènent à la BU. C'est un titre qui a été trouvé à la BU lorsqu'on travaillait sur nos masters respectifs, notamment Johan et moi, et on s'est rendu compte qu'on travaillait en fait sur des perdants de l'histoire. Moi je travaillais sur des exilés romains à l'époque républicaine, Johan travaillait sur des gens qui avaient tout perdu à cause de la guerre civile aux États-Unis. Et finalement, l'idée a germé de créer ce laboratoire Loser, au départ informel, et puis finalement tout s'est formalisé, notamment grâce au travail de Johan, à partir de l'année dernière, puisqu'une première série de conférences sur l'histoire est-elle écrite par les vainqueurs a pu voir le jour. Et là, on est sur donc, la deuxième série de conférences qui va commencer aujourd'hui, qui va s'étendre sur la semaine prochaine également, avec trois conférences ce soir. Alors si, peut-être parler du thème. On parle beaucoup d'égalité homme-femme, et finalement l'égalité homme-femme ça fait aussi dans la loose. Donc ce soir on va parler des perdantes de l'histoire. Donc voilà, on va laisser les intervenants maintenant commencer. Merci à toutes et à tous. Alors bonsoir à tous. Je dois vous avouer que lorsque Johan m'a proposé de faire cette présentation sur les perdantes, j'étais un peu démunie, parce que dans l'histoire des femmes, la perte et la loose, on est dedans. Donc je n'ai pas su choisir au début. Et puis je me suis dit, quelle est la plus belle chute qu'on peut avoir, si c'est celle qui nous aurait permis d'atteindre les étoiles. Ici, je vais vous parler plutôt d'un soleil et d'un roi, donc avec Marie Mancini, puisque je vais vous parler des coulisses de la cour de France du XVIIe siècle, où se déroulent donc, comme vous le savez, des intrigues captivantes, comme on peut le voir dans de nombreux romans. Vous avez au cœur de ce théâtre politique une femme qui a souvent été utilisée pour montrer toute la caricature du rôle des femmes dans les rapports sociaux, qui a aussi été utilisée pour montrer le mauvais côté de toutes les femmes qui peuvent être sorcières. On l'a réutilisée pour l'affaire des poisons. Bref, vous la connaissez peut-être sous les traits de Anne-Laure Girbal, Donc, vous avez de la comédie musicale Le Roi Soleil. Vous avez mise en scène par Kamel Wally en 2005, ça ne rajeunit pas. Vous avez aussi Alexandra Ancidé, qui est dans la pièce de théâtre Le Diable Rouge, mise en scène en 2009 par Christophe Lidon. Et puis, il sera repris en 2011 dans une mise en scène de Jacques Nif. Là, ce sera Morgane Choupet, vous avez les deux au-dessus. Vous avez également des téléfilms, donc vous pouvez la connaître sous les traits de Carla Butarazzi, en bas, dans le téléfilm diffusé sur France 2, La Reine et le Cardinal, donc réalisé par Marc Rivière en 2009. Et vous avez, pour les plus connaisseurs ou peut-être les plus anciens, vous avez pu la rencontrer sous les traits de Nathalie Roussel, donc juste en noir et blanc, ici dans le téléfilm Mazarin, réalisé par Pierre Cardinal, qui tient bien son nom, en 1979.
Aujourd'hui, c'est de la vraie Marie dont je voudrais vous parler. Elle était bien plus qu'un personnage de comédie musicale, de téléfilm. Elle a une vie tumultueuse, enchevêtrée de luttes de pouvoir, d'alliances politiques en plein cœur de la France du XVIIe siècle. Et je trouve qu'elle a un destin assez tragique pour être exploré et décrypté par nous ce soir. Donc, comment la vie de Marie de Mancini illustre-t-elle les tensions entre les aspirations personnelles et les exigences politiques à la cour de France? Nous allons voir ça tout de suite. Donc, dans cette présentation, nous allons nous plonger dans la vie de Marie Mancini. Depuis ses premiers jours au sein d'une famille influente, vous voyez déjà Mazzarini, ça doit vous dire quelque chose. On va avoir une famille influente italienne, on va avoir des amours contrariés, on va avoir des exils, et puis un rôle central au milieu tout de même, un rôle central dans le jeu de pouvoir qui ont secoué la France du grand siècle. Alors de premier abord, cette jeune fille a beaucoup de chance. C'est la fille de Geronima Mazzarini, donc, qui est née d'un proche du connétable de Naples et d'une fille noble d'Ombrie. Donc, elle est née de la famille de Mazarin, la petite sœur de Mazarin. On a aussi son père, Michele Mancini, qui est un membre de la noblesse pontificale. Jusque-là, tout va bien. Ils ont 10 enfants, que vous avez juste ici. Laura, alors on l'appellera aussi Laure Victoire lorsqu'ils iront à la cour de France, puisqu'elle a une cousine qui s'appelle Laura qui viendra aussi, j'y reviendrai. Donc, elle a Laura, Paul, Olympe, Marie, Philippe, Alphonse, Hortense. Une autre fille qui décède, mais elle est morte tellement tôt qu'on n'a même pas eu son nom, Marianne, et un dernier garçon qu'on n'a pas connu non plus. Dans cette nombreuse fratrie, les rapports ne sont pas faciles. Vous avez notamment sa sœur Olympe, qui a un caractère très fort, qui aime beaucoup les hommes aussi, donc qui va attirer beaucoup de problèmes sur sa famille, qui est très autoritaire, qui va aussi exercer sur Marie une ascendance très importante, notamment dans le groupe des précieuses qui ont été développées à la cour de France à cette époque. Elle va longtemps considérée comme un faire-valoir, alors qu'au contraire, Marie va beaucoup plus s'entendre avec Hortense, donc qui est une petite sœur qui est plus douce, avec qui elle écrira des mémoires sur lesquels je vais pouvoir revenir plus tard. De manière générale, Marie a un caractère plutôt doux, plutôt passif. Elle ne sera jamais prise au sérieux, que ce soit par sa famille, par les membres de la cour ou ses nombreux entourages. Donc, l'autre chance ou pas qu'elle avait, c'est d'être la nièce du cardinal Mazarin. Donc Jules, que vous avez au milieu, entouré de Richelieu, est le frère aîné de Geronima. Il a d'abord servi la papauté, pour qui il a excellé dans l'art du diplomate, notamment lors de la guerre de 30 ans. Vous vous souvenez tous de vos cours, bien sûr. La guerre de 30 ans, qui débute en 1618 par la défenestration de Prague, dans le cadre d'une opposition religieuse, économique, politique, entre les nobles des États protestants, etc. Vous connaissez la suite. Tout arrive, effectivement, une opposition avec la monarchie des Habsbourg, qui va être très importante pour l'avenir de Marie Mancini. Les nombreux talents de Mazarin permettent de faire respecter les trêves conclus entre Espagnols, impériaux, français et savoyards. Puis on va avoir une autre guerre, la succession de Mantoue, qui va encore envenimer l'opposition entre le royaume de France et la famille des Habsbourg. Et puis, dans ce contexte, on va avoir le pape Urbain VIII qui engage Mazarin comme ambassadeur extraordinaire, où il mène des négociations qui permettent la signature du traité de Cherasco en 1631, vous vous souvenez bien sûr. Donc cet accord satisfait tellement Louis XIII et Richelieu que ce dernier prendra Jules Mazarin, comme vous pouvez le voir sur l'affiche, sous son aile, le formant à sa succession au poste de Premier ministre du roi de France. Vous avez Richelieu qui meurt, donc je vous ai fait un petit récap, c'est quand même tard dans la journée. Donc Richelieu meurt le 4 décembre 1642, Louis XIII meurt le 14 mai 1643, sa veuve Anne d'Autriche est donc seule au pouvoir. On va avoir à ses côtés, elle demande à ses côtés Jules Mazarin, qu'elle vient de nommer principal ministre. Dès le mois d'août 1643, on a un complot qui est organisé par le duc de Beaufort et la duchesse de Chevreuse, avec l'aide des grands de l'époque, pour écarter Mazarin du pouvoir. Donc,
Comme d'habitude, les régents sont des mouvements d'instabilité politique et de contestation du pouvoir monarchique, enfin du pouvoir, ne rentrons pas dans les détails, d'autant plus qu'Anne d'Autriche est dépendante du Parlement dans le but de casser le Parlement Louis XIII qui instituait un conseil souverain de régence qui l'aurait empêché d'exercer le plein pouvoir, l'entièreté de la souveraineté durant la minorité de Louis XIV. Donc soit à ses 13 ans accomplis, ce qui lui laisse encore 8 ans pour régner selon son bon vouloir sur le territoire. Donc ce qu'on a appelé la cabale des importants est définitivement close le 2 septembre 1643 lorsque le duc de Beaufort, sachez que le duc de Beaufort sera arrêté et emprisonné à Vincennes et les autres responsables exilés en province. Mazarin peut enfin tenter de rétablir l'autorité de l'État, mise à mal par la Régence. On a également une situation financière et fiscale difficile suite aux besoins financiers de la guerre, de 30 ans, qui dure maintenant depuis 25 ans, et par l'esprit vindicatif des grands du royaume qui explose à la mort de Richelieu. De plus, on a une opposition au sein même de la cour de France, puisque personne n'a confiance en Mazarin, cet Italien qui va à l'encontre des intérêts de la haute noblesse et qui la lui rend bien, pour être honnête. Il souhaite de retrouver donc un entourage de courtisans sur qui il peut se reposer et qui pourrait l'aider à consolider son pouvoir, mais aussi sa postérité, ce qui semble assez impossible lorsqu'on a fait vœu de chasteté. Donc, ne pouvant avoir d'enfants légitimes, et n'ayant même pas d'enfants connus, a priori, sauf si vous pouvez m'apprendre quelque chose, mais je ne crois pas qu'il ait d'enfants naturels, Mazarin se rabat sur les enfants de ses sœurs, donc Laura Margherita Martinozzi et la fameuse Geronima Mancini. Entre 1647 et 1653, Mazarin fera venir d'Italie 10 de ses neveux et nièces. Avec ses sœurs et ses cousines, Marie fera partie des 7 Mazarinettes, donc âgées de 7 à 13 ans. Ah oui, c'est un peu mieux. Donc vous avez ici 3 des 7 Mazarinettes, donc non, je ne sais pas les différencier. Question à venir, je ne sais pas qui elles sont, mais elles sont là. Et donc vous avez cette présentation des Mazarinettes au sein justement de ce groupe des précieuses donc l'aînée, ce sera Laura Mancini, puis sa cousine Anne-Marie Martinozzi, puis Olympe Mancini, Laura Martinozzi, donc pourquoi on a appelé la première Laura Laure Victoire, Marie Mancini, Hortense Mancini et Marianne Mancini. C'est également à cette époque qu'explosent les oppositions parlementaires, aristocratiques et populaires. Donc à cette époque débute la Fronde qui accentue la précarité du pouvoir monarchique. Entre juin 1648, suite à l'arrêt d'union du 12 émise par le Parlement, qui énonce donc la limitation des pouvoirs du souverain, et le 3 août 1653 avec la soumission de la ville de Bordeaux, donc qui correspond totalement à l'arrivée des 10 neveux et nièces à la cour de France, vous allez avoir une vague de protestation qui balaye l'équilibre du pouvoir. Le jeune roi doit fuir avec sa famille, sa cour et son gouvernement, puis le roi et la reine seront retenus prisonniers au palais royal jusqu'à la libération des frondeurs Condé, Conti et Longueville, ce qui restera un traumatisme important, très important pour Louis XIV, dont on ne peut comprendre le règne sans cet épisode de révolte brutale contre l'autorité. D'autant plus que son parrain et protecteur, Jules Mazarin, est contraint à l'exil en Allemagne à quelques mois de la majorité du roi, proclamé le 7 septembre 1651, et dut attendre la division de ses opposants pour rejoindre la cour le 28 janvier 1652, à Poitiers seulement, avant le retour de la famille royale en octobre, tandis que lui, son propre retour à Paris sera en 1653, le 3 février. Donc, à leur arrivée, les Mazarinettes sont présentées à la cour où se trouvait également le maréchal de Villeroy, que vous avez juste ici. Il était gouverneur il deviendra gouverneur de Louis XIV, chef du Conseil royal des finances, grâce à la protection de ce fameux cardinal Mazarin, ce qui ne l'empêchera pas de dire au duc d'Orléans Gaston de France, l'oncle même de Louis XIV, vous me suivez,
Voilà de petites demoiselles qui présentement ne sont point riches, mais qui bientôt auront de beaux châteaux, de bonnes rentes, de belles pierreries, de bonnes vaisselles d'argent et peut-être de grandes dignités. Effectivement, Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, prend ses filles sous sa protection au palais royal où elles vivent aux côtés de la famille royale et les autorise même à jouer avec le roi et son petit frère Philippe. Ainsi, les Mazarinettes sont placées au même rang que les princesses de sang, membres légitimes de la famille royale. Dans la capitale, les Mazarinettes sortent du lot. Elles ont tout d'italien. Elles ont un teint plus allé, elles ont un caractère plus expressif que les traditionnelles peaux pâles et les visages sévères qui étaient de coutume dans la cour parce que considérés comme des canons de beauté français. Vous avez tous ces traits physiques qui seront à la fois loués par certains et puis réprimés par d'autres. C'est l'objet de certaines critiques, notamment quand on cherche à s'attaquer à son oncle Mazarin dans les fameuses Mazarinades diffusées lors de la fronde dont je vous ai parlé précédemment. Dans une de ces satires, on peut lire « Elles ont les yeux d'un hibou, l'écorce blanche comme un chou, les sourcils d'une âme damnée et le teint d'une cheminée. » Ou encore « Les princesses de terre, voire les serpents nauséabonds. » En effet, la vie de ces femmes était essentiellement le reflet des intrigues politiques de leurs protecteurs et ils devront suivre leur oncle en exil entre 51 et 52. On remonte un peu le temps, on arrive à Marie qui a une vingtaine d'années, qui est alors une belle italienne, aux cheveux bruns, bouclés, minces, grandes, qui contrastent considérablement avec les courtisanes bien rondes, bien manchères, avec des visages tout blancs, du rouge sur les lèvres et des petites mouches, qui était la coutume à la cour de France. Elle va également attirer par sa vive intelligence, qui permet de capter un peu plus le regard des hommes, car Marie a de la conversation, elle est très spirituelle, elle connaît beaucoup de langues, y compris le latin et le grec, elle aime profondément la littérature, et elle fait connaître au roi notamment beaucoup de choses sur les livres autant sérieux que le théâtre, et ils partagent ensemble le même goût pour la musique qu'elle pratiquait également. Donc on va avoir un élément très important qui est en 1658, nous avons la bataille des Dunes, que vous avez peut-être étudié, mais est-ce que vous avez étudié ce moment très important des larmes de Marie? Donc, Marie, est-ce que je vous ai mis une photo juste avant? Vous avez donc Marie Mancini. Pas très bien. Donc Marie est ici et ici. Donc, elle est effectivement très différente des courtisanes que l'on peut voir dans les tableaux de l'époque. Alors, après la bataille des Dunes, donc, qui est, comme vous le savez, décisive dans le conflit franco-espagnol, près de Dunkerque, le 14 juin 1858, donc la Flandre maritime tombe sous l'autorité française, mais Louis souffre d'une forte fièvre très violente qui l'oblige à aller se faire soigner à Calais. Il est entre la vie entre le 1er et 13 juillet, donc 2 semaines, pendant lesquelles la cour de France a peur puisqu'elle n'a pas d'héritier. Et puis, nous avons également Marie qui a très peur, qui est également très émotive, et qui pense, comme le reste de la cour en panique, que Louis pourrait perdre la vie d'un instant à l'autre. Elle se laisse donc aller à des torrents de larmes. Elle ne cesse de pleurer et de témoigner de son affection pour le roi, qui est au point de mettre sa vie en danger tellement elle pleure. Nous avons des récits notamment de la grande demoiselle qui va être très tragique à ce sujet. Et c'est à partir de cet intérêt manifesté à travers ces larmes, donc qui est aussi une chose peu courante. On n'avait pas l'habitude d'exprimer ses sentiments et ses émotions dans la cour, donc c'est par cet intérêt manifesté que Louis va porter un autre regard sur la jeune Marie, dirons-nous, qui l'attire d'autant plus qu'il avait déjà été séduit par son esprit et sa culture. Donc cet épisode des larmes a fait beaucoup de bruit, a fait beaucoup parler certains, et l'historiographie est assez divisée. Certains y voient la déception d'une jeune femme qui voit ses efforts de séduction totalement ruinés par la possible perte du roi.
Je serais personnellement d'avis, modestement, puisque c'est aussi celui du roi d'ailleurs, la preuve d'un amour sincère, puisque Marie connaît Louis personnellement depuis quelques années déjà, ils ont grandi ensemble, leurs familles sont très intimes, aussi intimes que l'on peut être dans ce contexte. Ils ont le même protecteur, pour l'un c'est son oncle, pour l'autre c'est son parrain. Leur rapprochement plus personnel est tout récent, et dû à leur goût pour le théâtre et pour la musique, pardon. Et donc on va avoir une espèce d'élan d'émotion de voir mourir son compagnon de pensée, dirons-nous, d'un instant à l'autre. Marie a alors elle a 19 ans à ce moment-là, Louis en a 20. On ne saurait dire où se trouve la limite entre l'amour pour Louis et l'ambition d'épouser un roi de France. Peut-être que sous cela se superpose, mais sans doute que ce n'était même pas plus clair pour eux que ce ne l'est pour nous maintenant. Mais on va avoir du coup le début d'une relation plus intime entre Marie et Louis. Quoi qu'il en soit, ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il y a énormément de témoignages sur ce drame et cette émotivité témoignée, manifeste de Marie, donc la grande demoiselle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la cousine donc, de Louis XIV, dira « Elle se tuait de pleurer ». Ce sont des mots qui sont restés longtemps à la cour de France et qui ont été assez utilisés contre elle. Quoi qu'il en soit, Louis se remet de sa maladie, la cour regagne Fontainebleau à l'automne 1658. Désormais, Marie va présider les festivités. Elle devient le point d'attraction grâce à la relation particulière qu'elle entretient avec le roi, de manière assez romanesque, propre, assez précieuse, dont elle fait partie avec sa sœur Olympe, dont elle tient d'ailleurs une revanche, puisque c'était elle qui avait auparavant les faveurs du roi, avant l'épisode de la crise des larmes. Alors dans un autre domaine, c'est-à-dire que Louis s'amusait à jouer bibliquement avec Olympe, tandis qu'il était tombé amoureux de sa sœur Marie. Donc Olympe va s'occuper ailleurs. Maintenant, on a Marie qui règne en fausse reine sur la cour. Louis est tombé très amoureux de Marie. Ils ne peuvent plus garder cette idylle secrète. Les deux jeunes gens ne se cachent plus, ne se quittent plus, à la cour comme à l'armée. Marie le suit partout. Leur relation devient trop visible. Vous avez un roi qui se met systématiquement à côté de Marie et qui invite systématiquement Marie lors de ses déplacements, même au théâtre ou à l'opéra. Le problème, c'est que Mazarin pensait qu'il fallait laisser le temps au roi de se lasser, les premiers amours, tout ça. Mais au bout de 18 mois, leur affection réciproque devient si forte et manifeste qu'elle est connue jusqu'en Espagne. Et Mazarin, qui doit restaurer l'autorité de l'État et mettre fin à la guerre, voit cet amour comme un véritable danger pour la politique qu'il mène. Donc, Pierre Goubert, dans sa biographie de Mazarin, évoque toutes ces sueurs froides que cette affaire a suscitées et la volonté d'un jeune roi d'épouser celle qu'il aima profondément, j'ouvre les guillemets, excusez-moi, celle qu'il aima profondément, la seule sans doute. Fermez les guillemets. Donc le rêve romanesque finit par se ternir lorsque Anne d'Autriche et Mazarin s'opposent officiellement et fermement à cette union, qui ne saurait être à la hauteur donc des ambitions politiques des deux camps, parce que les négociations officielles sont ouvertes pour organiser le mariage de Louis avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse d'Autriche, qui est également la nièce de la reine. En effet, depuis cette fameuse victoire des Dunes, l'Espagne a été contrainte à la paix, et la monarchie espagnole demande à ce que la proposition du secrétaire des Affaires étrangères, Hugues de Lionne, qui a été faite dès 1656, soit établie pour sceller l'alliance entre les enfants de France et d'Espagne, d'autant plus urgente donc que le trône n'a toujours pas d'héritier. Louis refuse cette proposition, déclare vouloir épouser Marie coûte que coûte, ce qui est vécu comme une véritable provocation par la reine-mère Anne d'Autriche. Mazarin s'associe à Anne pour s'opposer à toutes sortes de projets entre eux, mais on peut voir aussi des soutiens
plus secret, plus discret, notamment avec Christine, l'ancienne reine de Suède qui réside à la cour de France à ce moment-là, qui leur a dit, ouvrez les guillemets, « Si j'étais à votre place, j'épouserais une personne que j'aimerais. » Fermez les guillemets. Donc le roi Louis se trouve martelé entre ses obligations familiales, ses obligations dynastiques et ses envies d'homme. On va avoir alors l'envoi de Antonio Pimentel, qui est envoyé par le roi d'Espagne Philippe IV pour rejoindre la cour de France et s'entretenir de manière très discrète avec le cardinal Mazarin, Hugues de Lionne et le jeune roi, qui finit par se laisser convaincre de l'importance gouvernementale du choix de son épouse. La décision est donc ferme, Marie doit quitter la cour. Elle est envoyée dans une abbaye de Damary-les-Lys, puis à La Rochelle et Brouage, et puis le 22 juin 1659, Louis et Marie se voient pour la dernière fois à la cour de France, ce qui inspirera les vers de Racine dans sa tragédie Bérénice à l'acte 4, scène 5, que j'ai oublié de vous mettre dans le diapositive. Vous êtes empereur seigneur et vous pleurez. En effet, les intrigues des amours royales intéressent la cour, les diplomates, mais également les auteurs, comme Racine, qui a pu s'inspirer de la vie du roi pour écrire Bérénice en 1670, que j'ai marqué à la fin de notre chronologie. Donc, cette tragédie, c'est l'amour impossible d'un empereur qui ne peut épouser sa belle car son peuple ne l'admettrait pas. Et rappelle que la raison d'État prime sur les sentiments à travers 3 mots, dimicit invitus invitam, malgré lui, malgré elle, il la renvoya. Racine utilise ces tragédies pour évoquer cet univers du roi où le devoir se heurte à la passion, je l'aime, je le fuis, Titus m'aime et il me quitte. Donc Louis a sacrifié Marie à la raison d'État, mais n'arrive pas à l'oublier, le fait savoir, ce qui inquiète considérablement Anne d'Autriche et Mazarin. Mazarin qui se voit écrire à Louis donc, que sa mère se plaint de son comportement, que lui-même a reçu plusieurs lettres inquiétantes concernant son attitude, et on va avoir un homme qui s'évertue, une cour qui s'évertue à ne plus prononcer le nom de Marie, bien que Louis passe son temps enfermé à écrire à la personne, on n'en parle maintenant à la personne qu'il aime, que Mazarin s'entête à appeler comme lui appartenant, car faisant partie de sa famille à lui. Et il regrette d'avoir permis à Louis XIV d'envoyer de ses nouvelles à Marie, car cela devient, je cite, un commerce continuel de longues lettres. Fin de citation. Les nombreux informateurs de Mazarin lui rapportent en effet les espoirs que nourrissent les promesses du roi et la douleur qui lui ôte le sommeil. Ce qui inquiète Mazarin d'autant plus que la situation ne s'arrange pas du tout. Et il avertit Louis. Voici ce que Mazarin peut écrire à Louis XIV contre sa relation avec Marie, que vous voyez juste ici. Dieu a établi les rois pour veiller au bien, à la sûreté et au repos de leurs sujets, et non pas pour sacrifier ce bien-là à leur passion particulière. Et quand il s'en est trouvé d'assez malheureux qui étaient obligés par leur conduite, la providence divine, à les abandonner, les histoires sont pleines des révolutions et des accablements qu'ils ont attirés sur leurs personnes et leurs états. Le cardinal sollicite donc les devoirs du roi envers Dieu, mais aussi envers ses sujets, car Condé pourrait profiter de la faiblesse du roi, justement, pour mobiliser les opposants contre l'autorité en place, ce qui marque aussi le traumatisme supplémentaire de l'affronte. Le risque vient également de l'étranger, car comme le rappelle Mazarin à Louis dans une de ses lettres, pour le rappeler à l'ordre, je suis encore obligé de vous dire avec la même franchise que si vous ne surmontez pas la passion qui vous aveugle, quoique votre mariage s'exécute avec l'infante, il est impossible qu'en Espagne, on n'ait pas connaissance de l'aversion que vous y avez et du mauvais traitement que l'affante doit attendre, si à la veille de la conclusion, vous continuez de vous faire apparaître que toutes vos pensées et vos attachements sont ailleurs. Pimentel lui-même fait part à Mazarin que le roi est trop amoureux pour vouloir se marier à une autre, et ces amours deviennent un nouvel handicap pour la négociation de Mazarin qui menace d'envoyer Marie dans quelques coins d'Italie où il n'aura jamais connaissance. Donc le seul remède qui serait trouvé pour produire une guérison, comme s'il fallait guérir le souverain de cette passion fatale, selon les mots de Lucien Belli, ce serait d'en faire un bon mari.
Mazarin lui rappelle donc la promesse qu'avait fait Louis de devenir d'avoir une extraordinaire application aux affaires pour devenir le plus grand roi de la terre. Donc, que le roi doit prendre une décision, c'est très simple, renoncer aux négociations et continuer la guerre, donc les ravages du pays, faisant le malheur du roi et de son royaume, et de Marie bien sûr, ou de se marier en oubliant, je cite, excusez-moi, oubliant la passion que vous avez, vous empêche de ressentir le plaisir que vous devriez avoir d'épouser une si grande princesse, si belle, si spirituelle et si accomplie. Donc vous avez ici Marie Mancini et la si belle princesse que Louis doit épouser. Sur la route, à Saint-Jean-d'Angély exactement, les deux amants se sont revus le 13 et 14 août et tout semble recommencer. Mazarin écrit alors une lettre incendiaire à sa nièce. Donc vous avez des extraits ici, qui lui montre un autre visage de lui, en lui assurant que cette personne n'a nulle amitié, qu'elle a une passion démesurée, un esprit de travers et emporté, un mépris pour tout le monde, nulle retenue dans sa conduite et un penchant pour faire toutes sortes d'extravagances. Il explique donc que Marie sera la risée de tout le monde. Fin de citation. Mazarin s'inquiète effectivement de voir l'ampleur de cette affaire entretenir les meilleurs esprits de toutes les nations, où on l'en imagine dans toutes les cours d'Europe que Marie veut s'imposer comme favorite pour dominer son amant et humilier la reine. Donc Mazarin accuse donc Marie de vouloir rendre malheureuse l'épouse du roi et qu'elle le sera également si elle persiste à vouloir entretenir une quelconque relation avec lui. Finalement, c'est Marie Mancini qui accepte de ne plus écrire à Louis XIV, qui continue pourtant sa correspondance, mais les deux amants ne se reverront plus. Le traité des Pyrénées est signé le 7 septembre 1659. Le 9 juin 1660, le mariage est célébré entre Louis et Marie-Thérèse. Le 26 août, les époux royaux entrent à Paris. Donc Mazarin s'applique à reprendre son programme en continuant à arranger des mariages profitables pour sa famille avec des princes français et italiens importants, que vous avez ici, afin de leur assurer avenir et sécurité, financière notamment. Donc ces transactions sont facilitées par de très généreuses dots et les nombreux cadeaux que Mazarin apporte avec ses nièces qui font taire toute résistance aristocratique envers ces mariages. Donc Laura avait épousé en 1651 Louis de Bourbon, qui devient ainsi duchesse de Mercœur. Anne-Marie épouse Armand de Bourbon, devenant princesse de Conti, ce qui permet aussi à ce fameux Armand de Bourbon d'avoir le pardon de son passé d'ex-frondeur. Vous avez aussi donc Olympe qui devient comtesse de Soissons, l'autre Laura qui devient duchesse de Modène et de Reggio. Et puis, enfin, en 1661, c'est Marie et Hortense qu'on marie. Donc, Marie a 22 ans, Hortense en a 15. Marie accepte d'épouser Lorenzo Onofrio Colonna, ce qui la fait princesse Colonna, avec 600 000 livres de dot, ce qui sera un peu moins important qu'Hortense, puisque Hortense épouse donc l'Armand Charles de la Porte de Meilleraye. C'est un parent de Richelieu, ce qui lui donne le titre de duchesse de Mazarin, car elle sera l'unique héritière de son oncle, car Hortense, qui devient duchesse de Bouillon. Marie rentre alors dans sa ville natale de Rome, où sa relation conjugale est un désastre, puisque après avoir eu 3 fils, Filippo en 63, Marc-Antonio en 64 et Carlo en 65, elle quitte le lit conjugal qui a déjà été déserté par son mari volage et qui en plus est connu comme étant ses infidélités étaient déjà largement connues. Elle se permet donc d'avoir quelques amants, ce qui réveille le caractère réputé très difficile de Lorenzo.
Se sentant menacée par la violence de son mari, de son époux, Marie doit quitter donc famille. Elle quitte mari et enfant pour rejoindre sa sœur Hortense, dont le mari ultra dévot était également très jaloux et à demi fou. Elle rejoint également son frère Philippe, qui est devenu duc de Nevers et qui est réputé comme un vaurien impie et débridé. C'est donc ce trio hors norme qui quitte leur famille pour parcourir l'Europe, jusqu'à la mort de la chère Hortense en 1699 à Chelsea, puis de Philippe en 1707 à Paris. Ce qui est intéressant, c'est que c'est par l'intermédiaire de Philippe que Marie s'est prise d'amitié avec Françoise d'Aubigné, femme de Paul Scarron, dont il fréquentait le salon. En 1683, c'est Françoise, devenue Madame de Montespan, qui épouse Louis, dans une cérémonie discrète, car toutes les oppositions, comme avec Marie, étaient présentes à la cour. Et ayant été fidèle à ses devoirs dynastiques, Louis choisit enfin la voie du cœur et il restera marié à la Montespan jusqu'à la fin de sa vie. Marie meurt le 8 mai 1715, Louis le 1er septembre. Elle est enterrée à l'église du Saint-Sépulcre de Pise et le corps du roi à la basilique de Saint-Denis, ses entrailles à Notre-Dame de Paris et son cœur à l'église des Jésuites, donc à Paris aussi. Ce qui est intéressant, c'est que la descendance de Louis est toujours royale, puisqu'elle est sur le trône d'Espagne cette fois. Vous avez le roi Philippe de Bourbon avec sa femme Laetitia, la duchesse donc Léonore et sa petite sœur Sophia. Mais sur le trône, donc ça c'est pour le trône d'Espagne, et la descendance de Marie l'est devenue également, puisque vous voyez ici en haut à gauche Paola Ruffo di Calabria, une de ses descendantes, qui a épousé le roi des Belges Albert II en 1959, donc 300 ans pile après l'exil forcé de son aïeul. Vous avez donc la famille ici, alors je ne me souviens pas très bien, donc ils ont désigné, maintenant c'est leur fils Philippe, avec leurs enfants, vous avez Gabriel, Emmanuel, je ne sais plus l'aîné, et Léonore à la fin. Et voici donc les descendants de Louis et Marie qui sont sur les trônes, un des derniers trônes d'Europe. Et donc, pour conclure, la vie de Marie Mancini nous offre un précieux éclairage sur les arcanes du pouvoir et les intrications de la politique à la cour de France du XVIIe siècle. Et à travers son histoire, je trouve que nous pouvons observer tous les jeux de pouvoir, les rivalités familiales, les dilemmes personnels qui ont marqué cette époque compliquée. Marie Mancini incarne à la fois la passion amoureuse, l'ambition individuelle et les contraintes politiques qui régnaient alors sur la vie des courtisans, avec un destin tragique marqué par un amour impossible avec Louis XIV et un mariage malheureux. On voit alors tous les sacrifices et les compromis qui devaient être faits par les individus en quête de pouvoir et de reconnaissance d'une famille à la cour. Au-delà de son histoire personnelle, on a aussi une résilience et une force de caractère des femmes de son époque, confrontées à un monde dominé par les hommes et les intérêts politiques. On a un parcours mouvementé, marqué par l'exil, les déceptions, et qui nous rappelle que même au sein des cours royales les plus brillantes, on pouvait avoir une vie semée d'embûches et d'obstacles à surmonter. Je vous remercie.